Laure Noël-Cor, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, chercheuse au CNRS, spécialiste de l'histoire économique contemporaine et de nos finances publiques. Alors l'actualité immédiate, c'est la baisse de la notation, de la perspective de la note de la dette française par l'agence Standard & Poor's. En février dernier, la Cour des comptes pointait déjà une dérive inédite des finances publiques en 2024 qui prolonge et aggrave celle de 2023. Alors, avec votre regard d'historienne, pensez-vous que la France est aujourd'hui au bord du gouffre financier ? C'est un vaste sujet et je ne sais pas si je peux répondre en 3 phrases à cette grande question. La situation de la France, du point de vue de l'endettement et des finances publiques, est inquiétante. Mais de là à aller au gouffre financier, je pense qu'il y a un pas que je ne franchirai pas tout de suite. Alors, on va en parler. Vous publiez un essai sur le rapport des Français à leurs finances publiques, le déni de la dette, une histoire française, aux éditions Flammarion. C'est une véritable traque sur un siècle de l'opinion publique, à travers la presse, les sondages, les discours politiques. Quelle est la véritable nature de cette relation entre les Français, leur État et leur dette ? Alors, la nature, elle est difficile à définir en une phrase. Forcément, il y a eu des étapes qui ont marqué ce rapport des Français à la dette et qui a finalement, ce rapport s'est inversé. Parce qu'au départ, on est parti d'une histoire d'amour, puisque les Français ont contribué à l'endettement de la France pour financer la Première Guerre mondiale. C'était les bons de la défense nationale, c'est ça ? Les bons de la défense nationale, adossés à un élan patriotique extrêmement fort. Et on est aujourd'hui à un niveau d'endettement extrêmement important qui pose problème parce que d'abord les Français n'ont plus de rapport direct à la dette, donc c'est ça la question de fond, c'est que l'attachement n'est pas là, enfin, la matérialisation. D'abord, l'attachement n'est plus là parce qu'il n'y a plus de matérialisation de la dette. On ne peut plus aller à sa banque, aller acheter un bon du Trésor, voire contribuer ou souscrire au grand emprunt. Même les derniers grands emprunts d'Emmanuel Macron ne peut pas directement, ça passe uniquement par les banques. Donc maintenant, la dette est devenue un objet virtuel non identifié. Alors, ce rapport difficile à établir aujourd'hui entre les Français et la dette, vous l'avez étudié à travers nos finances publiques sur le temps long. Vous reprenez dans votre ouvrage les épisodes les plus durs de cette lutte pour l'équilibre financier sur un siècle, le XXe siècle, en tout cas pour la première partie. Si j'ai bien compté, sur le XXe siècle, il y a 3 moments où on est très très mal en France. Absolument. Alors d'abord, il faut mettre de côté les post-guerres. La Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale qui effectivement ont accru fortement l'endettement, mais ça, c'est quelque chose qui est j'ai envie de dire, historiquement presque légitime. Tous les pays ont fait ça, tous les États. D'ailleurs, je fais une parenthèse. C'est-à-dire que vous expliquez très bien le mécanisme pendant la guerre, selon lequel, en fait, forcément, on ne peut pas lever d'impôts supplémentaires. Alors, comment gère-t-on une crise brutale comme une guerre ? Voilà, c'est ça le problème, c'est que l'impôt est long à lever. D'abord, ça passe par un vote par le Parlement, en général, et ensuite, il faut que l'administration fiscale mette en place les outils, et en fait, on a souvent un délai d'1 an. Alors, l'exemple le plus flagrant, c'est l'impôt sur le revenu, qui a été voté en France en 1914 seulement, bien plus tardivement qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne, mais il n'a été finalement levé qu'à partir de 1916. Donc en 1915, justement, la France se retrouve démunie du point de vue des ressources financières, n'a pas suffisamment de levée fiscale, et donc Alexandre Ribault, le ministre des Finances, décide de lancer les bons de la défense nationale, parce que ces bons, en plus, ils peuvent être levés extrêmement rapidement. Ce sont des bons à court terme, et ça c'est vraiment une spécificité française. On s'est appuyé pendant très longtemps, peut-être trop longtemps, sur la dette à très court terme ou à court terme, c'est-à-dire à moins de 2 ans. Alors, on va voir effectivement les incidences sur l'inflation, mais pour revenir sur ces temps forts, ces crises majeures du XXe siècle, donc
Où les situez-vous? Alors, la première, c'est un effet indirect de la Première Guerre mondiale, c'est la crise de 1923-1925, qui est une crise de change, mais plus qu'une crise de change, c'est une crise aussi qui met en jeu l'endettement de la France, parce que tout d'un coup, comment dire, les souscripteurs de bons de la défense nationale se rendent compte que l'État a de plus en plus de difficultés à rembourser la dette à court terme, qui est à l'époque 3 mois à 6 mois. Donc c'est une épée de Damoclès au-dessus de l'État qui oblige à tout le temps réémettre des bons avec une situation des finances publiques qui s'aggrave, l'inflation et surtout une fuite des capitaux, parce qu'en plus on s'y ajoute le mur de l'argent contre le cartel des gauches, etc. Et juste, je crois qu'à ce moment-là, Oui. Une des raisons pour laquelle on va dire, tout ça se précipite, c'est qu'on vivait sur une illusion. Voilà, donc on avait un endettement à court terme assez important, on était à plus de 200% de ratio dette publique sur revenu national, si tant est que ce soit un élément d'appréhension correct, mais ça on y reviendra. Mais en tout cas, c'était effectivement, on pensait que l'Allemagne allait payer. Donc, oui, c'est ça. Voilà, l'Allemagne devait payer. Donc on a, en fait, en 1923, la commission des réparations a fixé enfin le montant qui était dû à la France, et il s'est avéré beaucoup plus faible que ce qui était espéré. Donc là, il y a eu un retournement de l'opinion publique, et puis là, ça a été aussi le rôle de la spéculation étrangère a été important. Donc il y a eu une fuite devant la monnaie, fuite des capitaux. Et parce qu'il y a beaucoup de bons du Trésor qui étaient aussi détenus par des étrangers. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a subi une grave crise, donc je ne vais pas... On verra après. On verra, mais en tout cas c'est la première grande crise qu'on va résoudre plus ou moins facilement. Et alors la deuxième grande crise, c'est à la fin de la 4e République. On est dans un contexte un peu différent là, mais là aussi une grave crise des finances publiques, qui s'est en plus accélérée avec la guerre d'Algérie, qui prend un nouveau tournant à partir de 1956. Et qui mobilise des moyens financiers. Financiers importants. Déjà, la 4e République n'avait pas été très, l'instabilité ne facilitait pas les choses. Pas très rigoureuse, parce qu'on était là dans l'endettement pour la modernisation de la France et la reconstruction. Et donc là, tout d'un coup, cette accumulation d'endettement finit par inquiéter à la fois les détenteurs de la dette publique, mais surtout le FMI, qui est le nouvel organisme de surveillance des États mis en place à partir de 1945. Et donc, le directeur général du FMI vient en France pour constater la gravité de la situation et alerter le gouvernement. Et donc là, on a une grave crise également importante, sur fond aussi d'instabilité ministérielle, politique. On verra peut-être les ressemblances avec notre époque. Voilà. Et troisième temps fort, c'est 1983. Parce que donc, le programme socialiste a été extrêmement généreux, on le sait, et donc a creusé largement le déficit budgétaire et aussi la dette publique, même s'il y a eu une hausse des impôts importante. Donc les 2 premières dévaluations n'ont pas donné les effets escomptés. On a toujours un système de finances publiques extrêmement fragile, et avec des fuites de capitaux, des fuites de contrôle d'échange extrêmement strictes. Et là, Jacques Delors va sonner l'alarme. Et là aussi, on a une menace de mise sous tutelle du FMI. Voilà. Donc tous ces moments de crise et de crispation, on verra tout à l'heure comment on s'en sort, parce que ça peut nous intéresser pour aujourd'hui. Alors, pour l'époque actuelle, depuis 50 ans, la France vote des budgets en déficit. Notre pays a une dette de plus de 3200 milliards d'euros. Comment voyez-vous cette situation avec un déficit de plus de 5% du PIB en 2025 ? Alors, la spécificité française, elle tient à ce que je vous dis, c'est qu'on n'a jamais eu de solde primaire, ce qu'on appelle le solde primaire, positif depuis 50 ans. Et en fait, ce
qui est Alors intéressant. peut-être expliquer ce qu'est ce Le solde alors, primaire. solde primaire, c'est-à-dire que c'est en fait hors charge d'intérêt, Voilà. en dehors de charge d'intérêt de remboursement de la dette, on a toujours été dans le rouge, quoi. D'accord. Voilà. Parce que les intérêts de la dette, ça joue. C'est encore énorme, plus, mais c'est quand oui. même pour les économistes, c'est un point important d'avoir un solde primaire positif. Et même des pays assez aussi dépensiers comme l'Italie ont réussi à avoir un solde primaire positif de temps à autre. Voilà. Ne parlons pas de l'Allemagne, etc. Donc le problème c'est ça, c'est qu'on a en France, quand on fait des dépenses pour telle raison, pour une crise, pour une guerre, etc., et on ne revient jamais à un niveau de dépenses inférieur. C'est ce qu'on appelle en économie l'effet de cliquet. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. L'effet de cliquet, c'est très important parce qu'il a joué à fond en France. On ne revient jamais en arrière. On est toujours dans une pente ascendante sur la dette, voilà, la dette brute, hein, bien sûr. Oui. Mais c'est quand même un point spécifique qui est un peu inquiétant. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une rigidité des dépenses et donc l'endettement continue puisqu'on ne peut pas toujours jouer sur les impôts. Alors on va voir tout à l'heure, on va dire un certain nombre de réformes qui étaient censées revenir sur cet aspect mécanique de l'augmentation des impôts. Mais bon, prenons quelques exemples pour, on va dire, sonder ces phénomènes et ces mécanismes. Vous racontez très bien dans votre ouvrage comment, dans les années 60, suite au retour du général de Gaulle, donc on est suite à la crise post-guerre d'Algérie que vous décriviez, se met en place le plan Rueff-Pinet et on revient à l'équilibre des budgets. Comment ont-ils fait pour essayer d'être un peu du côté des solutions? La solution, elle a été assez radicale, c'est-à-dire qu'on a mis en place un plan de réduction des dépenses publiques, assez drastique et qui touchait un peu tout le monde, hein, les retraités, les anciens combattants, les agriculteurs. On a baissé les subventions publiques aux entreprises aussi. Donc les ménages, comme les entreprises étaient touchés, on a augmenté les impôts sur les sociétés, impôts, cotisations sociales. L'idée, c'était de toucher un peu tout le monde. Voilà, c'était que tout le monde devait se serrer la ceinture. Mais le deuxième volet qui était extrêmement important, c'est la dévaluation du franc. C'était c'est dévaluation de 18,8% par rapport au dollar et surtout dévaluation du franc et également volonté de créer un nouvel élan avec le nouveau franc. Oui. Donc voilà. Donc on a quand même un plan très cohérent et porté par un homme fort et qui était le général de Gaulle, hein, avec une nouvelle république se mettait en place, et surtout aussi un ministre des Finances qui inspirait la confiance. C'était Antoine Pinay. Donc, qui avait fait le plan, l'emprunt Pinay, dans les années 50. Voilà, qui avait aussi une image un peu rassurante. Donc c'est un point important aussi, la dimension politique et aussi le portage, portage psychologique pour les Français. Alors, vous décrivez très bien les débats qu'il y a eu à ce moment-là, c'est-à-dire même si on est dans une période d'assainissement des finances publiques, vous décrivez des débats entre ce qu'on appelle l'État investisseur ou l'État garant de l'orthodoxie financière. Quelles sont ces deux écoles qui étaient un petit peu à discuter justement autour du Rueff-Pinet ou de Valéry Giscard d'Estaing? En fait, c'est un débat qui est interne à l'époque à la droite, hein, puisque la droite est au pouvoir entre 1958 et 1981. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, il y a deux droites. Hein. Il y a la droite libérale qui justement s'appuie sur l'emprunt pour financer des dépenses, mais veut avoir une certaine orthodoxie financière, c'est-à-dire ne pas trop faire de dépenses. Et puis il y a la droite plus interventionniste, qui est plutôt la droite aussi gaulliste, hein, qui reste aussi vertueuse, mais qui n'hésite pas à emprunter pour investir, pour moderniser la France. Donc on a ces deux tendances qui vont s'alterner un peu d'une certaine manière, tant qu'on est dans la période des 30 Glorieuses. Hein, oui, avec une croissance favorable. Une croissance favorable et un faible taux de chômage et d'inflation.
Alors, donc, ce que vous tendez à dire, quelles que soient les écoles, c'est que là, pour le coup, l'emprunt est vertueux quand il sert l'investissement. Voilà, l'emprunt, il sert, voilà, il sert, c'est ce qu'on appelle la bonne dette, c'est l'emprunt qui sert effectivement aux dépenses. Donc ça a commencé même avant De Gaulle, hein, c'était la légitimation de l'endettement public, c'était la construction des barrages, de nouvelles, voilà, la modernisation de la sidérurgie, etc. Donc on était vraiment dans une légitimation de l'endettement et qui était assez justifiée. Et donc la dérive, c'est quand en fait cet emprunt commence à financer les dépenses courantes, c'est ça? Voilà. Ça, si vous voulez qu'on en parle tout de suite, on en parle. Ah ben écoutez... Très bien. Alors, parce que là, on arrive dans un point de bascule extrêmement important. Donc après la parenthèse vertueuse gaulliste et pompidolienne, on entre dans la grande crise économique des années 70, c'est-à-dire qui a démarré avec la crise de l'énergie en 1973, mais qui bien sûr a été un révélateur de la crise structurelle des économies occidentales. Et donc là, on arrive dans un nouveau paradigme, si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'on a à la fois de l'inflation, une faible croissance et donc du chômage. Donc là, toutes les politiques économiques étaient fondées sur l'idée keynésienne, hein, on va pratiquer de l'endettement pour l'investissement qui va devenir des emplois, se transformer en croissance et en emploi, ne fonctionne plus. Hein. Et donc là, en France, et dans les autres pays développés, mais particulièrement en France, on va avoir une politique très active d'intervention de l'État pour subventionner le chômage et pour aider les entreprises en difficulté. Hein. C'est quand même la grande époque où on aide les canards boiteux, la sidérurgie, etc., le textile, etc. Donc cette politique, évidemment, est très coûteuse. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas seulement conjoncturelle. Hein. On pourrait penser que, voilà, mais on va avoir, en fait, on va mettre en place aussi beaucoup d'allocations, d'allocations chômage, allocations logement, allocations handicapés, etc., qui sont des allocations qui vont perdurer, qui ne sont pas liées à la conjoncture de crise et qui vont, en fait, il y a tout un pan de dépenses sociales qui se met en place sous Giscard d'Estaing et qui vont perdurer. Donc là, on a se développer ensuite. Voilà. Quelque part, en fait, récemment circulé sur les réseaux sociaux un graphique qui montre depuis 1945 à nos jours, c'est le sociologue Julien Damon qui l'a présenté, une courbe qui montre la croissance de l'État-providence, hein, c'est ce point que vous soulignez, les dépenses sociales et les dépenses de défense, puisque c'est un des sujets du moment, et effectivement on va dire une quasi-stagnation en point de PIB des dépenses de défense, alors qu'on voit un accroissement très important de cette sphère sociale que vous décrivez et qui effectivement ne connaît pas d'à-coup à la baisse, mais c'est assez manifeste. Juste à ce propos-là, je reste sur les dépenses de défense et les investissements. Le président de la République a jugé récemment que la règle des 3% de déficit maximum, c'est le seuil européen, était caduque au regard des besoins de financement de l'armement pour la défense européenne, notamment dans le contexte actuel. Il dit « parce qu'il n'y a plus le choix, parce que c'est le dernier péage, après, c'est la sortie d'autoroute. » C'est ce qu'il dit dans le Financial Times. Alors, avec une perspective historique, pensez-vous qu'il a raison de dire ça? Alors, là encore, tout dépend du point de vue où on se place. Mais ce que j'ai envie de répondre, c'est que déjà, le président de la République actuelle, il parle de déficit public, mais il ne parle jamais de dette. C'est vraiment une spécificité de ce président qui ne parle jamais d'endettement. Hein. Donc, c'est le cadet de ses soucis. On reste dans ce que vous appelez le déni. Je pense que chez lui, c'est un vrai choix. Enfin, mais on est dans le déni, effectivement.
le terme déni, on peut en parler. On va en parler, oui. D'accord. Mais alors, pour revenir à votre question... le seuil des 3%, est-ce que c'est un tabou, c'est quelque chose? Déjà, le seuil des 3%, je pense que c'est... ça n'a jamais été vraiment respecté, hein. Déjà en France, et puis 60% encore moins, on le sait, depuis le démarrage... 60% de dette par rapport au PIB, oui. Pardon. Donc ce sont les deux ratios qui ont été mis en place au moment de la recherche de convergence des pays européens pour candidater à l'euro au début des années 2000. Donc il y a eu des efforts qui ont été faits. Je rappelle juste que ces deux ratios ont été soufflés par des hauts fonctionnaires de l'entourage de François Mitterrand en 1982. On va fixer... C'est Jacques Delors, non? Je crois... Enfin, en tout cas, de l'entourage... Moi, j'ai plutôt cette information-là. Mais en tout cas, c'est le côté français et qui a dit on va fixer des normes qui, à l'époque, paraissaient inatteignables, hein, parce qu'on était à 20% de dette, ratio. Et donc, on va fixer un maximum pour montrer que on est quand même assez raisonnable et qu'on doit, nous, Français dépensiers, montrer qu'on peut fixer des critères à suivre. De plafond, oui. Bon, on sait qu'on a explosé. On a explosé à partir de 2003. C'est dès 2003, donc on n'a pas suivi. Et l'Allemagne non plus, hein, en 2003, mais ça on y reviendra. Donc tout ça pour dire que ce ratio effectivement ne correspond plus à une réalité. C'est pas... Oui, donc finalement c'est une nécessité. Voilà, non, mais c'est une nécessité fait loi là. On doit effectivement. Mais le problème, c'est que la France a abordé les crises du XXIe siècle dans un état de fragilité extrême. Les trois grandes crises, dont la crise ukrainienne. Et donc c'est le problème. Donc moi je suis d'accord que les 3% sont caduques. Mais voilà. On va voir comment on fait ça. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit retour arrière, parce que c'est aussi tout l'intérêt de votre perspective historique. Vous avez analysé les crises financières liées à ce niveau de déficit budgétaire, et comme on l'évoquait rapidement tout à l'heure, la première difficulté, c'est cette guerre de 14-18, où ces dépenses de guerre augmentent très fortement, et où se met en place un dispositif qui c'est bond de la défense nationale, et j'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur en fait ce qui s'est passé autour de ce dispositif qui était extrêmement populaire. Comment finalement quelque part, je ne sais pas si c'est là l'ancrage, mais on a contribué à rendre la dette sympathique auprès des Français. Tout à fait. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu un effort de mobilisation intense de tous les intermédiaires pour vendre ces bons de la défense nationale, qui ont été très attractifs pour les citoyens français, avec un taux d'intérêt de 5%, la défiscalisation, c'était des bons anonymes, donc on pouvait les transmettre à qui on voulait. Et puis aussi, c'était des bons à court terme qu'on pouvait très facilement, enfin très liquides si vous voulez. Donc on pouvait, si on en avait besoin, aller se faire rembourser. Donc je vous ai dit entre 3 mois, 6 mois, 1 an. Et vous décrivez même que les gens, en fait, achetaient des choses avec ça. Voilà, c'était presque une quasi-monnaie. C'est-à-dire qu'on pouvait aller dans certains magasins, on pouvait payer aussi, régler ses loyers, ses impôts avec. C'était vraiment un moyen de paiement. Un quasi-moyen de paiement, pas non plus, mais quand même, c'était rentrer dans la vie quotidienne des Français. Et quand on regarde d'ailleurs dans les journaux, c'est intéressant, même dans les faits divers, les cambriolages, telle personne s'est fait cambrioler. Dans les coffres forts, on ne voyait pas seulement des lingots d'or, il y avait aussi des bons du trésor. Voilà, donc c'était vraiment... Et ça touchait toutes les couches de la population, hein. C'était pas seulement les bourgeois, nantis, les riches, les nantis, c'était aussi les soldats dans les tranchées qui se cotisaient pour acheter un bon de la défense nationale. C'était populaire, Voilà, ou la boulangère qui aussi mettait 3 sous de côté. Donc c'était vraiment ancré dans la vie de tous les Français. Et donc après la guerre, on a continué. C'était installé, installé. Mais la spécificité française, c'était qu'on a continué, alors que l'Angleterre a essayé de revenir à un système de financement plus vertueux. L'Allemagne, on le sait, elle a fait un financement très monétaire de sa guerre, et, parce qu'elle avait aussi pas mal de choses,
choses à débourser pour les alliés. Donc, mais la France, moi, cette dette à court terme, on s'est acclimaté à cette dette à court terme, et ça, c'est ça le plus important à mon avis, parce qu'on a rejoué cette carte-là après. Ouais. On a rejoué cette carte-là jusque dans les années 50. Alors, pour être à nouveau dans les solutions, vous dites que c'est, on va dire, on baigne dans ce côté moyen magique un petit peu, en tout cas en comparaison avec les Britanniques ou les Allemands, en tout cas au début. Et puis vous dites, c'est l'arrivée de Poincaré qui va remettre les choses en ordre du point de vue budgétaire. Comment s'y prend-il là aussi? Alors d'abord, il arrive après deux ans de crise, de grande instabilité ministérielle. Je crois qu'il y a eu 10 gouvernements qui ont été renversés. Et donc là, c'est aussi l'homme la confiance, quoi. C'est l'homme providentiel qui a déjà, qui a été l'ancien ministre et ancien président du Conseil, donc c'est l'homme fort. Et il arrive avec un plan, donc là aussi, avec réduction des dépenses publiques. Hein. Il a même supprimé des sous-préfectures. Hein, donc c'était pas, pas dans le détail, on allait dans le vif du sujet. Hausse des impôts. Ça, c'était assez classique. Et alors là, la dévaluation, ça a été comme le grand moment, c'était la fin du franc germinal. On a dévalué le franc de 80%. C'est-à-dire que là, c'était vraiment la ruine des rentiers. C'est-à-dire que la ruine de tous ceux qui avaient des valeurs fixes, pas seulement des bons du Trésor ou des emprunts d'État. Tous les gens qui avaient des obligations ont vu fondre leurs revenus. Ça a été quand même un point très important et qui n'a pas touché que, donc une fois de plus, que les nantis et les rentiers. Donc l'important, c'est ça. Et il a arrêté le financement par les bons de la Défense nationale. On n'avait plus le droit d'émettre des bons du Trésor et des bons de la Défense nationale. Et ceux qui existaient ont été mis dans une caisse d'amortissement, une caisse à part, pour être financés à part. Ils sont sortis du budget. C'est ce qu'on appelle le cantonnement de la dette. La France est assez forte pour ça. Elle l'avait déjà fait sous l'Ancien Régime, elle a continué ensuite. Alors on va en parler parce qu'effectivement c'est aussi des moyens de disperser un petit peu les sommes et de masquer, on va dire, une certaine forme de réalité. Quand on sonde les Français de nos jours ou à travers les époques, sur ces sujets de la dette de l'État, sont-ils vraiment préoccupés par la situation de nos finances publiques à travers l'histoire? Parce qu'en fait, c'est aussi l'examen que vous avez fait dans votre ouvrage. Vous avez étudié ces sondages. Quel est ce rapport de sensibilité des Français à notre niveau d'endettement? Alors, d'abord, une précision, les sondages en France, ils ne commencent à exister qu'à partir des années 1950. Donc, on parle à partir de cette période-là. Et les instituts de sondage n'ont pas toujours posé les questions sur la dépense publique et encore moins sur l'endettement. Donc, c'est aussi difficile de voir. Simplement, au moment des crises, effectivement, de certains moments de crise financière, les instituts de sondage posent les questions et les Français s'inquiètent, notamment à partir des années 1970-1980 et puis plus encore après, on verra dans la marche vers l'euro. Alors, les Français s'inquiètent, oui, ils s'inquiètent, les sondages le montrent. Mais quand on leur propose des solutions, on leur dit il faut augmenter vos impôts, réduire la dépense publique, réduire la dette. Oui, on peut réduire la dette, mais surtout pas augmenter les impôts, surtout mes impôts. Et les dépenses, oui, on peut réduire les dépenses militaires. Mais pas les dépenses sociales. Mais surtout pas les dépenses sociales. Donc en fait, là, on a vraiment la contradiction française. La culture française, un résumé un peu, c'est la forte imprégnation des Français pour l'intervention sociale de l'État qui s'est accrue au fil du temps et qui date certes de 1945, qui s'est accrue, on l'a vu, dans les années 1970, puis 1980, et qui n'a jamais été remise en question ni par la gauche ni par la droite. Alors, partons sur un autre continent, aux États-Unis. Elon Musk, à la tête de DOGE, la fameuse commission pour l'efficacité gouvernementale, débarque quasiment manu militari dans les administrations. En Argentine, on a l'image de ce président avec une tronçonneuse pour couper dans les dépenses publiques. Alors,
On en a déjà évoqué quelques-uns à travers l'histoire. Quelles ont été ces périodes de tentatives de redressement budgétaire massif et efficace? On a parlé du plan RUEF, on a parlé de Poincaré. Vraiment, avec votre recul, pouvez-vous, quelque part, donner des médailles sur le plan strictement budgétaire, sur le temps long? Et là aussi, un peu pour nous inspirer aujourd'hui. Alors déjà, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, dont je n'ai pas parlé auparavant, c'est la commission de la hache en 1935, lors de la déflation Pierre Laval. Ah, c'est l'ancêtre de la tronçonneuse alors. Voilà, c'est pour ça, c'est l'ancêtre de la tronçonneuse qui n'était pas liée, qui était liée en fait à la suite de la Grande Dépression, et donc une politique déflationniste mise en place qui était complètement inefficace. Donc là, c'est la commission de la hache inefficace. Hein. Donc là, on est vraiment drastique. Vraiment une des mesures. On coupe dans les dépenses, dans les traitements des fonctionnaires. On va très très loin. Et on sait que ça n'a pas fonctionné. Hein. Donc, d'accord. Donc ça, c'était juste pour dire qu'on a eu notre commission de la hache et notre tronçonneuse, mais que par la suite, on n'a plus du tout mis en place. Alors, moi, il me semble que le plan Pinnermette de 58 a quand même une certaine médaille, mais on avait à l'époque, on avait l'arme monétaire qu'on n'a plus. Donc c'est la dévaluation. La dévaluation, donc si vous voulez, qui quand même permet de repartir sur des bases saines quand elle est accompagnée d'un plan. La dévaluation seule, on sait que ce n'est pas efficace, mais quand elle est accompagnée d'un plan de réduction des dépenses et de désendettement, elle peut être efficace. Alors, un autre exemple que j'ai envie d'ajouter, c'est peut-être le moment libéral français de 1986-1988, qu'on passe souvent à l'as. Les cours, les cours, c'est 18 mois en fait, mais qui a été en fait assez efficace, puisque en fait, Édouard Balladur, qui était à la manœuvre, ministre des Finances, il a réduit la fiscalité et réduit l'endettement de l'État. Alors évidemment, il l'a privatisé. Il y avait les privatisations. Mais voilà, mais on va dire dans la période précédente, pour les nationalisations, il fallait bien on va dire, emprunter pour acheter ces entreprises. Mais les privatisations, l'argent des privatisations n'a pas uniquement servi au désendettement, il a été aussi utilisé dans des dépenses d'investissement. Donc ce que je veux dire, c'est que là, on a eu vraiment une micro-lucarne. Il y a eu aussi la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, on a oublié, parce qu'il a été remis par la suite. Ça a été vraiment une période libérale qui a permis de réduire la dette, mais très ponctuellement, mais qui n'a pas perduré, parce que les élections ont donné le changement de majorité. Et comme quoi les Français n'étaient pas favorables à cette solution. Alors, quand on parle des dispositifs, des méthodes et tout, si on fait un petit peu le bilan sur les 50 dernières années, il y a eu la rationalisation des choix budgétaires, le New Public Management, la LOLF, cette loi organique des lois de finances, la RGPP, la réforme générale des politiques publiques, bref, tout un tas d'outils qui visent à réformer l'État et donc ses finances publiques. Tout ça, ça n'a pas manqué sur les 50 dernières années. Avec le recul, quel enseignement tirez-vous de toutes ces tentatives ? Je dirais déjà que, le premier point, c'est qu'on a quand même donné plus de visibilité aux finances publiques et à l'endettement. Parce que pendant longtemps, on ne savait pas où se situait la dette, le niveau de la dette, le périmètre de la dette était très incertain. Il était justement quelquefois distribué entre différents organismes. C'est pas clair du tout. Donc ça n'a pas contribué aussi à une vision claire pour les Français de la question. Alors, ces mesures avaient ce qu'on appelait la rationalisation des choix budgétaires. Ça a commencé comme ça dans les années 70. Elle n'a pas été vraiment efficace. Je pense qu'il y a des rigidités au sein de l'État qui font qu'on a du mal
à toucher à la dépense, et que ces mesures n'ont pas, n'ont pas été. La LOLF c'est pas une réduction, c'est pas une réduction de la dépense. C'est juste un changement de méthode d'évaluation. Plus par objectif et par mission. Ouais. Mais la RGPP, en revanche, est effectivement une mesure mise en place par Nicolas Sarkozy, qui a été très décriée, mais voilà, je ne peux pas en dire plus. Moi, j'ai l'impression que ces mesures n'ont pas empêché ce que j'ai appelé l'effet de cliquet, toujours la dépense qui augmente. Alors, plus récemment, en tout cas dans le même contexte, les réformes de la gouvernance budgétaire européenne, que ce soit le pacte de stabilité, les critères de Maastricht qu'on a évoqués tout à l'heure. Est-ce que, justement, cette gouvernance européenne autour de l'euro, donc qui, d'un certain côté, nous empêche de faire des dévaluations, est-ce que c'est une contrainte, malgré tout, efficace pour la France ou une entrave à une relance économique durable ? Alors, moi, je dirais d'abord que la contrainte, elle a existé au démarrage, quand on a tous convergé pour être candidat à l'entrée dans la zone euro. Donc, c'est la période des années 1990 en France, où on a essayé justement d'étudier une réduction des dépenses publiques et de rester dans les clous. Hein. C'est le fameux plan Juppé, notamment, qui n'a pas fonctionné à 100%, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, c'est le premier point. Donc déjà, l'euro, on a essayé de converger. Mais très rapidement, on est sorti des clous dès 2003, je le disais, et les critères de Maastricht ont été largement, mais pas seulement par la France, ont été largement dépassés. Alors, rappelez-moi votre question, parce que j'ai débordé. C'était de savoir si finalement cette Europe, parce que quand on dit finalement la France a du mal, on va dire, à résoudre ses problèmes toute seule, est-ce que c'est par une forme de contrainte extérieure qu'on y arrive ? Ah voilà, donc effectivement. Donc en même temps, l'euro nous a contraint, mais en fait il nous a protégés. Donc moi c'est plutôt ma version. Donc en fait il ne nous aide pas. Et l'Union européenne et la Banque centrale européenne n'ont pas en fait joué les rôles de garde-fous qu'ils auraient pu jouer, notamment vis-à-vis de la France, qui est un des grands pays européens. Donc certains petits pays ont été sanctionnés, mais l'Allemagne et la France, ils n'ont jamais été vraiment sanctionnés. Quand ils sont mis en procédure de déficit excessif, il n'y a pas vraiment de suite. Donc c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, non, on est protégé par l'euro, en fait. On n'est pas du tout contraint. Et avec les deux crises qu'il y a eu, en plus la crise des subprimes et ensuite la crise du Covid, on a vu que la Banque centrale européenne avait mis en place des mécanismes d'aide aux États, et donc tout ça contribue effectivement à nous amplifier la dette, amplifier, à nous conforter dans notre situation. Alors je reviens sur cette mécanique autour de l'État-providence que vous avez décrit un petit peu tout à l'heure à partir de l'après-guerre. C'est là que vous situez cette montée en puissance. D'ailleurs, c'est ce que vous appelez la loi de Wagner. Cette loi de Wagner qui dit que la part des dépenses publiques dans le revenu national augmente plus rapidement au fur et à mesure que le niveau de développement économique augmente. Est-ce que c'est une forme de reconnaissance de notre prospérité, cet État si fort ? Alors, c'est vrai que cette loi de Wagner, elle était valable pour le décollement économique de certains pays. C'est une loi universelle. Hein. Donc nous, on l'a utilisée largement. En France, l'intervention de l'État a été légitimée. Alors, on peut remonter très loin. Hein. On peut remonter à l'Ancien Régime, à l'esprit jacobin, aux dépenses somptuaires de Louis XIV, ce qui fait qu'on a toujours été habitué à avoir un État fort et interventionniste, même au colbertisme qui faisait que l'État soutenait les manufactures françaises. Donc on a cette culture française effectivement d'intervention de l'État qui a beaucoup légitimé cette action, et ça a été renforcé par la vague keynésienne.
Alors là, le keynésianisme a fortement légitimé l'intervention, la dépense publique, l'investissement, levier de croissance. Sauf que nous, on n'a plus fait tellement de dépenses d'investissement, et à partir des années 70, on a utilisé la dette, non plus pour faire des dépenses d'investissement, mais des dépenses de fonctionnement. Et c'est là où le bas blesse, c'est que les dépenses de fonctionnement, c'est pas elles qui vont fournir de la croissance. Alors, dans cette mécanique-là, autour de la dette, de cette gestion, quel rôle jouent les banques et les institutions financières dans le financement de cette dette publique française? Alors, les banques ont toujours été un appui pour l'État, pour distribuer ses emprunts et faciliter les souscriptions. Il a essayé au XIXe siècle de se passer des banques, et ça a été un flop. Donc en fait, il a toujours eu besoin des banques, pas seulement à partir des années 80, vraiment constamment, on le voit, il réunit sous la houlette du Crédit Lyonnais notamment toutes les banques pour placer ses emprunts sur le marché financier notamment. Et puis, de toute façon, l'État commissionne ces banques, bien sûr, donc c'est un service rémunéré. Tout le monde s'y retrouve, mais il a besoin des banques, notamment des banques commerciales, à réseau. Voilà. Donc le rapport entre les deux, les rapports de pouvoir, ça a toujours été un peu une certaine... comment dire, ambivalence, voilà, une certaine ambivalence, c'est-à-dire que l'État a besoin des banques, et les banques sont bien contentes d'avoir voilà, les obligations d'État pour se financer, pour en tirer profit. Alors, est-ce que dans ce rapport que vous décrivez, les choix budgétaires des gouvernements sont influencés par ces banques? Est-ce qu'il y a ce rapport de pouvoir-là? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout que ça soit influencé, parce qu'elles sont toujours à disposition. En plus, avec le système qui a été mis en place à partir de 1985, où on a rendu la dette française, on a mis la dette française sur les marchés internationaux. On a une certaine manière, on a mutualisé la dette, on l'a rendue beaucoup plus facile à placer. Et donc moins de risques et un coût moindre. C'était l'idée de départ. La désintermédiation. La désintermédiation. Enfin, c'est pas la désintermédiation, c'est en fait, on a les spécialistes des valeurs du Trésor qui sont sélectionnés sur le volet, donc banques françaises, européennes et étrangères, qui sont chargées de placer la dette sur les marchés financiers. Si elles font pas bien le travail, l'année d'après, on va les éjecter. Donc, le rapport de pouvoir, je le vois pas dans ce sens-là. Moi, je pense qu'on est peut-être dépendant des marchés financiers, mais des intermédiaires financiers, pas vraiment. Enfin, franchement, même les compagnies d'assurance ou la Caisse des dépôts, ils ne vont pas jouer contre l'État. Je pense qu'il y a une certaine coordination, pas complémentarité, coordination, connivence pour certains, oui, si vous voulez. Voilà, moi, je ne vois pas ça comme un rapport de pouvoir. De pouvoir. Maintenant, on n'est pas à l'abri, enfin, du rôle des marchés financiers et des agences de notation, pour revenir au début de notre conversation. Voilà, on va en parler. De manière générale, et ça c'est quelque chose que vous avez vraiment travaillé dans cet essai, vous dites que les médias font une couverture de l'évolution du déficit public et de la dette qui est d'un niveau variable selon les époques. Est-ce que ce niveau de couverture par les médias influence l'acceptabilité des réformes économiques par l'opinion publique? Certainement. Alors c'est toute la complexité du sujet, c'est de comprendre la triangulation entre opinion publique, médias et politique. Et c'est ce que j'ai essayé d'étudier dans ce livre. Et effectivement, on sent bien que les journaux influencent quand même l'opinion des citoyens. Mais en retour, voilà, ils reflètent aussi
le niveau... Voilà, ce que pense le citoyen moyen. Donc vous décrivez une situation où dans les années 30, en fait, je ne sais pas quelle est l'explication, mais en tout cas le niveau d'analyse et de priorité, enfin, il y a des unes sur le niveau de la dette, etc. Vous citez des journaux. Quelque part, la presse aide à l'acculturation du citoyen, alors qu'à d'autres époques, c'est beaucoup plus dans des pages beaucoup plus lointaines. Voilà. Alors ça m'a effectivement frappé, c'est par exemple le Petit Parisien, qui est un journal qui tire à l'époque à 1 million d'exemplaires, et qui fait sa une sur des sujets de budget et de dette extrêmement techniques. Et lorsqu'on parle de l'ignorance économique des Français, j'ai envie de nuancer justement, parce que je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Peut-être que plus on avance dans le siècle et au XXIe siècle également, peut-être que c'est moins vrai, que les Français sont plus ignorants. Mais là, j'avais trouvé que le niveau était assez élevé. Bon, maintenant, ce sont des journaux qui sont lus par 1 million de personnes sur 40 millions. Voilà, donc il faut relativiser également. Mais voilà, on a aussi des débats dans les années 50 sur l'emprunt ou l'impôt qui sont d'un certain niveau. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, peut-être que s'il n'y a pas une inculture des Français, mais une culture économique qui s'est un peu biaisée aussi, avec une vision un peu biaisée des choses, notamment par toute la vulgate keynésienne qui a pu aussi fausser les approches. Okay. Alors une question qui revient souvent dans les débats, c'est de savoir qui détient la dette française. Savoir si notre souveraineté est garantie. Pouvez-vous nous dire si la situation est rassurante de ce point de vue-là et est-ce qu'il y a eu des variations? Alors oui, c'est un vrai sujet de débat. Alors moi, ma position, c'est que la France, donc comme je vous l'ai dit, on parle de la période actuelle. Oui. À partir de 1985, on a donc mutualisé ces dettes. L'idée des responsables du Trésor à l'époque, c'était justement d'être moins tenu par certaines banques, certains investisseurs, et de la distribuer le plus largement possible pour justement la financer de manière relativement aisée et à moindre coût. Alors maintenant, on arrive dans une situation où effectivement, on voit que les marchés financiers jouent un rôle de plus en plus important parce que la dette a gonflé, donc on est assez dépendant de ces marchés financiers. Alors qui sont-ils, ces marchés financiers? Donc si on prend, alors sans être trop précis, mais si on prend les 100% de la dette française... Alors on dit 52% sont financés par des non-résidents, ce qu'on appelle. En fait, il y a un quart par des hors zone euro, un quart dans la zone euro, et le reste à peu près, un peu moins, 48% par les Français, et en tenant compte de la Banque de France, qui en fait est le bras séculier de la Banque Centrale Européenne, donc, mais qui va petit à petit peut-être se désengager, qui s'est beaucoup engagé pour acheter les titres de dette publique, notamment après le Covid, et donc là, c'est un pourcentage qui est un peu fluctuant. On est dans un... Donc finalement, en résumé, il y a quand même une majorité, enfin 52 c'est un peu plus que... Voilà, la majorité de la dette est détenue par des puissances étrangères. Enfin, des puissances, en fait, globalement... Des marchés, ceux qui sont dans la zone euro, c'est des banques, des fonds d'investissement et des banques centrales. Donc les banques centrales, elles investissent sur le très long terme, donc elles n'ont pas forcément intérêt à se défaire de la dette. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est les fonds d'investissement qui ont des comportements plus volatiles, qui peuvent jouer un rôle. Mais il faut quand même relativiser. Ce n'est pas la majorité des détenteurs de la dette publique en dernier ressort. Juste un point sur cette actualité autour de la notation.
On dit que si la dégradation de la note devenait effective, en fait, dans les arbitrages de ces fonds de pension, en fait, ils sont tenus d'avoir une qualité de dette suffisante dans leur portefeuille et que donc ça pourrait provoquer un désengagement relatif et donc provoquer une forme d'emballement négatif autour de la dette française. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces... Alors moi, voilà, on est dans des situations assez inédites. Hein, alors, donc l'historienne là va être assez prudente, mais moi, effectivement, on peut penser qu'on est dans une situation un petit peu critique. Pour revenir à votre première question, et que ce qui compte aussi, c'est d'abord la comparaison avec les autres pays, parce que ça, c'est les agences de notation, elles prennent ça quand même beaucoup en compte, hein, plus que le ratio, le fameux ratio 60% ou autre. Et, c'est un état relatif, oui. Oui, c'est relatif par rapport aux autres. Donc, si on est dans un endettement généralisé, depuis les années 80, on est dans un monde de dette. Donc, il faut bien savoir aussi que la France est très endettée, mais il y en a d'autres qui ont des situations qui sont plus critiques. Donc, les agences de notation et les marchés, ils regardent ça aussi. Donc, bon, c'est pour relativiser, mais en même temps, il y a quelque chose qui joue depuis quelques mois et quelques années même, c'est la montée des taux d'intérêt et de la charge de la dette. Hein. C'est ça qui joue un rôle important, parce que c'est ça qui pèse finalement sur notre budget et qui fait que, auparavant on disait le taux de croissance est supérieur au taux d'intérêt, la dette va se stabiliser. Mais là, on n'est pas du tout dans ces schémas-là, on ne maîtrise pas du tout ça. Donc pour moi, c'est ça le problème de fond, c'est le niveau des taux d'intérêt et donc aussi d'emprunt et le rapport, le fameux spread, hein, ce qu'on appelle le spread par rapport à l'Allemagne, qui était de 0,88 je crois en décembre, mais qui a baissé. Mais là, on est aussi complètement, je veux dire, tributaire de l'état des marchés, de leur volatilité, et aussi de notre situation politique, qui n'a pas arrangé nos affaires de finances publiques. Alors, dans votre parcours de chercheuse, d'universitaire, vous avez étudié la place financière de Paris, les institutions financières et l'Agence française de développement. Alors, à l'heure des polémiques, quelle est votre analyse ? Alors, les polémiques sur l'aide au développement ? Oui. Écoutez, c'est une question un peu... Moi, je pense que c'est très important. Mais là, je parle en tant que citoyenne, plutôt éclairée, plutôt qu'en tant que... Je pense que l'aide au développement, qui fait partie de l'image de la France à l'international, de son influence, elle devrait être maintenue, parce que maintenant qu'on est dans des engagements militaires, parce que je pense qu'au niveau géopolitique, c'est important. Si nous aussi on se désengage de l'aide au développement comme le font les États-Unis à une échelle bien supérieure, il y a des risques d'ingérence, notamment chinoise, dans tous les pays qu'on aide. Et aussi, il peut y avoir des effets secondaires sur des nouvelles vagues d'immigration en Europe, vu l'état de pauvreté dans lequel risquent de se trouver ces pays qu'on aide depuis des décennies. Alors, on a pour habitude de terminer ces échanges par une question traditionnelle. Alors, Laure Kenuelkor, vous êtes quelqu'un qui a dans votre parcours des attaches bretonnes. Je ne sais pas si, quand vous étiez jeune, vous aviez déjà la vocation de l'historienne, mais si là, maintenant, comme nous venons de le faire, vous aviez à prendre un café avec la jeune Laure que vous étiez à 18 ans. Sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous ? Eh ben, je lui dirais que je recommencerai exactement ce que j'ai fait, sauf que j'ai eu un parcours un peu atypique. Moi, je suis rentrée dans l'histoire, j'avais 40 ans au CNRS, donc j'ai eu un parcours auparavant dans le privé. Et donc je lui dirais que l'histoire est très très importante pour comprendre des mondes incertains et qu'on a quelquefois besoin de regarder dans le rétroviseur pour trouver des clés, même si l'histoire ne se répète pas. Elle peut nous aider à comprendre le présent,
voir l'avenir. Merci beaucoup. Juste par curiosité, donc précédemment à cette activité de chercheuse, vous êtes dans le privé, dans quelle activité? Enfin, est-ce que c'était en lien de près ou de loin avec l'histoire ou... Non, pas du tout. En fait, non. J'ai travaillé un peu dans la politique, dans l'édition, dans le journalisme, et puis je suis rentrée en fait au comité d'histoire du ministère des Finances pour faire des entretiens de hauts fonctionnaires, faire raconter leur vie aux fonctionnaires des finances. Et j'ai commencé à faire ma recherche et une thèse sur la direction du Trésor. Vous savez tout. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.